Bene, grazie. Merci. Je vous prie de vous asseoir. Cette rencontre a pour thème du nord au sud, la défense et la paix dans le monde. À partir de 1989, l'année fatidique de Berlin, l'époque d'un monde avec moins de murs et de crises a fait long feu. Dans les années 90, pour nous, Européens, le grand drame de la crise des Balkans, les guerres balkaniques, puis l'Irak dans la même décennie, la première guerre irakienne dans la même décennie, puis rapidement, trop rapidement, 2001, lorsque nous avons été bouleversés dans le monde face à l'horreur spectaculaire d'un nouveau terrorisme, ce qui nous a semblé être un nouveau terrorisme à large échelle. Bref, dans cette période, la perception de nos contextes, de notre environnement a changé. Dans la liste des priorités, au centre de toutes les tables diplomatiques et de beaucoup de rassemblements et de sociétés, des thèmes tels que sécurité, défense ont été remis au centre. Et donc le regard se tourne vers les grands organismes internationaux, ceux qui, ces jours encore, ont été rappelés ici comme les structures, les manières par lesquelles le monde qui sortait de la Deuxième Guerre mondiale a tenté de reconstruire des espaces de dialogue, de négociation, de paix. Parmi ceux-ci, bien entendu, au-delà, en plus des Nations Unies et de l'ONU, on trouve l'OTAN, l'un des plus grands organismes que le monde s'est donné pour affronter une nouvelle phase historique. Bref, nous sentons aujourd'hui plus fortement qu'il y a quelques années, à cause de ce parcours historique, qui est bien sûr très incomplet. Je vais donner fait une simple esquisse. Donc nous ressentons le besoin de la sécurité et nous allons essayer de comprendre un peu plus ce que nous dit ce mot aujourd'hui, comment nous l'affrontons. Est-ce que les grands instruments sont encore adaptés? Défendre nos démocraties, nos sociétés, qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Quelle est l'idée qui sous-tend cette défense? Quel Occident parle aujourd'hui? Un Occident qu'aujourd'hui, dans certaines rencontres, on a défini comme une exception désormais, alors qu'on pensait qu'il était au centre jusqu'à présent. Peut-être qu'aujourd'hui, l'Occident, l'Europe, avec ses grandes idées, devient une exception, une sorte de périphérie, pour utiliser un terme cher au pape François. Donc nous le ferons, ceci, avec deux hôtes d'une importance extraordinaire par le rôle qu'ils jouent et à cause aussi de l'amitié qu'ils nous ont témoignée en venant ici. Je voudrais introduire pour commencer Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. C'est la première fois qu'il vient au meeting, bien entendu, mais nous pouvons le ranger dans notre hall de célébrités, dans notre couloir galerie des glaces, parmi les personnalités d'extraordinaire responsabilité dans le monde qui ont visité le meeting au cours des longues années d'histoire du meeting. Et donc pour nous, c'est un grand honneur de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Le ministre Alfano, pour notre monde du meeting, c'est un peu plus simple parce que je crois qu'aujourd'hui, nous comptabilisons 10 présences au meeting. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous, oui.
Et donc nous célébrons ensemble cette décennie, cet anniversaire de 10 présences au meeting qui témoigne d'une grande amitié, d'une grande affection pour le meeting de la part de l'actuel ministre des Affaires étrangères italien qui est venu ici en différentes qualités au cours de ces dernières années. Nous allons très rapidement ouvrir notre réflexion, surtout leur réflexion, leur discours. Mais avant cela, je voudrais vous présenter et vous inviter chaudement à accueillir le secrétaire d'État pour les affaires étrangères, les affaires politiques et la justice du gouvernement de San Marino, Saint-Marin, Monsieur Nicola Renzi. Monsieur Nicola Renzi, partenaire du meeting depuis de nombreuses années. Vous êtes à la maison ici, je vous en prie. Merci pour votre présence. Il nous saluera de la part de San Marino ces deux personnalités avec lesquelles nous partageons cette conversation. Merci à vous tous très sincèrement. Je suis très reconnaissant au meeting pour l'amitié entre les peuples et je remercie sa présidente Emilia Guarnieri pour offrir à la République de San Marino l'opportunité d'intervenir dans ces rencontres qui, depuis des décennies, promeuvent l'humanité. Le meeting est une fenêtre sur le monde, une occasion extraordinaire de relations, de débats. Il fait désormais partie de la République de San Marino, qui, dans la programmation, l'indique comme rendez-vous principal. Pour confirmer cette amitié qui nous unit, aujourd'hui, je salue le panel qui, à travers les voix les plus accréditées, les plus importantes du panorama international, sont appelés ici à se prononcer sur le thème de la sécurité, de la défense et de la paix, dans un contexte de menaces et de difficultés croissantes au niveau européen et international. La voix d'un petit État ne peut et ne doit pas être moins forte dans son message univoque et transversal qui appelle les États à promouvoir davantage de mobilisation pour renforcer la défense et la sécurité entre les peuples et les nations. La République soutient de façon convaincue les publics adoptés au niveau global, régional et européen et elle est concrètement engagée également en son interne à s'opposer à toute menace envers les populations et les institutions. L'une des principales menaces, nous le savons, consiste dans le terrorisme international, d'où la nécessité de se structurer à travers une stratégie de sécurité au niveau préventif, mais aussi en cas d'agression à la sphère des droits fondamentaux. Dans l'absolue conviction que la base des politiques de défense et de sécurité devront toujours laisser dominer les parcours démocratiques en cas de conflit violent. Les défis et les crises aujourd'hui, à travers les continents et avec une intensité croissante, posent aussi notre Europe dans un carrefour préoccupant de tensions et d'urgence. Dans ce scénario, la République de San Marino ne peut pas se sentir à l'abri et elle ne doit pas éliminer aucune manière de se défendre face à la violence. En particulier à travers une approche jamais affrontée par le passé, à travers l'importance des mesures actuelles. San Marino, depuis toujours, est une terre de dialogue et de paix, une forteresse de liberté. Permettez-moi de définir le parcours qu'elle est appelée à poursuivre dans la défense de ses citoyens. San Marino s'aligne avec les plus grands paramètres de sécurité adoptés au niveau international et elle adapte son système normatif pour une plus grande coopération entre les États, convaincue que l'engagement de chaque pays ne se calcule pas en termes d'arithmétique, mais se mesure sur les capacités réelles d'affirmer des parcours de paix et de droit. Dans une période récente, l'action énergique pour la prévention et la protection, élaborée pour mettre en sécurité un pays qui ne se sent jamais aussi fort, en danger face aux attaques, avec des démarches de protection effectives et permanentes. L'engagement face à des phénomènes de tel genre nécessite forcément des mesures extraordinaires et des pouvoirs exceptionnels aux chefs d'État.
des mesures et des pouvoirs qui, en ayant une incidence sur les droits, ont demandé aussi aux républiques de bien réfléchir pour ne pas suspendre l'état de droit, car il s'agit de principes qui peuvent s'y opposer, tels que la liberté et la sécurité. L'adoption d'un plan de sécurité nationale ne peut pas éviter les conventions internationales les plus importantes en la matière. Les traités ratifiés, parmi lesquels le plus récent est la Convention d'Europe sur la criminalité, dont le cœur est la préservation des crimes informatiques, est l'une des premières signatures en mai dernier de la protection des biens culturels, adoptée à Strasbourg pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Dans cette action, l'augmentation progressive de la sécurité interne, San Marino reconnaît des pas importants accomplis par des pays tels que la République italienne, qui lui est très proche et dont la défense découle une meilleure sécurité aussi pour notre République, et des organismes supranationaux comme l'OTAN, aujourd'hui représentés à Rimini par son secrétaire général. Jamais comme aujourd'hui, on a un grand besoin de paix. Barcelone, il y a quelques jours, et les épisodes qui ont suivi nous ont rappelé une fois de plus la nécessité d'un mouvement de sécurité global qui découle d'une action politique et culturelle, une action qui se place aujourd'hui en protection des sécurités et des peurs diffuses, et qui offre des valeurs et des instruments efficaces pour nos jeunes en les poussant à refuser les instruments de mort et à les éduquer à notre culture, la culture de la vie. Dans cet esprit, au nom du gouvernement de San Marino, je renouvelle ma profonde gratitude envers le meeting et leur souhaite un bon succès dans les journées à venir. Merci. Je donne maintenant la parole à Angelino Alfano, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. J'ai présenté tout à l'heure toutes les raisons pour lesquelles nous sommes de grands amis avec le meeting. Donc maintenant, écoutons-le. Écoutons son discours sur ce thème. Bonjour. Roberto Fontolana disait, moi je ne tiens pas les comptes, mais il disait que c'est ma 10e participation au meeting de Rimini. Il faut que je vous dise que si c'est la 10e, je ne m'en rends pas compte, parce que je suis ici avec toute la joie et l'orgueil d'être votre ami, la fierté d'être votre ami. Je voulais rappeler la première occasion, remercier pour cette première occasion Monsieur Maurizio Lupi qui m'a conduit ici. C'était à l'époque le groupe de la subsidiarité qui a représenté un grand investissement de valeur au Parlement, qui a traversé 3 ou 4 législatures. Ça a été un geste courageux de la part de Maurizio Lupi à cette époque avec Monsieur Enrico Letta, et cette expérience a laissé des traces dans les pages de nos journaux officiels, parce que ces expériences ont mené à des lois. Aujourd'hui, me voilà pour parler avec le secrétaire général Stoltenberg, et pour moi c'est un privilège et un honneur. Parler de sécurité et de paix. Monsieur le secrétaire général, nous parlons aujourd'hui de sécurité dans les moments mêmes où, à Legnano, on célèbre l'enterrement de Bruno Gulotta, l'une des 3 victimes italiennes de l'attentat de Barcelone. Et nous voudrions lui adresser cette pensée, cet applaudissement à ce jeune de Legnano, qui, avec Luca Russo, dont les funérailles auront lieu demain à Bassano, et avec une dame de 80 ans qui avait laissé l'Italie il y a quelques décennies et qui avait un passeport italien. Il n'avait
aucune faute, si ce n'est celle de se trouver dans l'une des plus belles villes d'Europe et du monde pour jouir de leur liberté de voyager, leur liberté d'être heureux, leur liberté d'effectuer un voyage avec leur fiancé ou un groupe d'amis ou avec leurs femmes et leurs enfants. Dimanche dernier, j'étais à Barcelone, sur les Ramblas, sur le lieu du massacre. Là, au milieu d'un amas de fleurs et de bougies qui célébraient les victimes qui s'étaient trouvées là par hasard, au moment où la furie homicide se déchaînait, j'ai vu une mosaïque de Jan Miró. Et je me suis rappelé une phrase de ce maître espagnol, une magnifique phrase que j'avais dans le cœur. Jean Miró disait « Je trouve la vie bouleversante et plus je réagis par une explosion de liberté. Je pense que face à ce qui s'est passé, la plus grande réaction que nous puissions avoir est de réagir par une explosion de liberté, en réaffirmant notre désir d'être libre et notre force pour être libre. Le travail des terroristes est précisément celui-là, tenter de nous inspirer la peur, tenter de nous ôter la liberté, de faire changer notre mode de vie et à travers le changement du mode de vie, tenter de nous faire sentir moins libres. Mes chers amis, le 1er janvier 1941, Franklin Delano Roosevelt, en s'adressant à ses concitoyens sur l'état de l'Union, a prononcé un discours mémorable qui reste dans les annales du libéralisme et des démocraties modernes. C'est le discours des libertés fondamentales, la liberté de parole, la liberté de culte, la liberté du besoin, la liberté d'être hors du besoin, la liberté de ne pas subir la peur. C'est précisément le besoin de sécurité que nous avons. Nous désirons la liberté et nous savons que la liberté ne peut se vivre pleinement si l'on a peur. Par conséquent, nous savons que ceux qui ont peur ne sont pas libres. Ils ne sont pas pleinement libres. La question de fond à laquelle il nous faut répondre, c'est de savoir comment une instance éternelle peut trouver une réponse moderne. L'instance éternelle, c'est l'instance de sécurité, la nécessité de sécurité, comme traduction pratique du désir, du besoin de liberté, de l'instinct de chacun de nous d'être libre. Et comment ce besoin, cette nécessité éternelle, qui est aussi grande que l'homme, parce que l'homme naît libre et il désire conserver cette liberté, comment ce besoin peut se traduire dans des termes de réponse modernes et comment ce besoin de liberté a eu dans l'histoire des déclinaisons, des traductions différentes depuis que l'homme vit en société. Depuis qu'il vit en société, l'homme a eu la nécessité de quelqu'un qui organise la réponse à son besoin de sécurité. Et nous avons eu la réponse au besoin de sécurité qui s'est traduite en murs, en ponts levant, en isolement, parce que très souvent cela signifiait la sécurité dans l'histoire. Cela signifiait la sécurité, s'enfermer, se bloquer, se défendre en ses parents. Les ponts-levis. Aujourd'hui, nous sommes citoyens, nous sommes citoyens d'une révolution. Nous n'en avons pas la conscience pleine. Mes enfants non plus ne l'ont pas. J'ai un enfant né en 2001 et l'autre en 2006. Ils sont nés digitaux. Moi qui viens de la génération qui a fait ses premières expériences avec le Commodore 16 ou le Commodore 64, je sais très bien qu'avant, on ne vivait pas dans cette digitalisation. Cette digitalisation a brisé un autre élément antique, aussi ancien que l'homme,
et aussi ancien que son besoin de sécurité, le besoin de frontières. La révolution digitale a effacé toutes les frontières. Et donc, je veux vous signaler un grand paradoxe. Dans l'époque de la révolution digitale, cette révolution qui efface toutes les frontières revient, réémerge et s'impose comme réponse possible à la nécessité de sécurité, le thème des frontières. Pensez à la campagne électorale américaine, au thème du mur avec le Mexique. Pensez aux menaces qu'on entend parfois en Autriche, construisons un mur dans le Brennero. Le Brenner, pensons à certaines histoires en Hongrie ou des questions qui concernent le thème de la frontière. Pensez à la manière dont la frontière européenne a dû se protéger de façon plus forte par un accord avec la Turquie et pensez au travail que nous effectuons sur la frontière, qui est une frontière sur laquelle on ne peut pas édifier de mur, qui est la frontière de la mer Méditerranée qui sépare les eaux territoriales internationales entre nous et la Libye, l'autre rive de l'Afrique. Donc, au moment où l'on efface les frontières, on voit réapparaître comme réponse aux besoins de sécurité le thème des frontières. C'est le paradoxe dans lequel la société moderne se trouve prisonnière pour répondre aux exigences d'être plus sûre, pour maintenir le niveau de liberté que nous avons conquis. C'est aussi un élément que je vous signale, non pas par romantisme, mais comme élément concret qui relie ce débat que nous avons actuellement au titre magnifique du meeting. Ce que tu as hérité de tes pères, reconquiers-le pour le posséder. Je vais tenter d'être synthétique, d'être bref. J'ai toujours eu une sensation de dette existentielle de ma génération face à la génération de mon grand-père et en partie de mon père. Je suis née en 1970, je n'ai connu que la paix. Mon père est né en 1936 et il se souvient en tant qu'enfant le débarquement des Américains en Sicile. Mon grand-père a connu les guerres et le père de mon grand-père a connu les guerres ainsi que le père de mon grand-père et ainsi, si l'on remonte toutes les générations des Italiens et des Européens jusqu'à ma génération, qui n'a connu que la paix. Voilà, dans cette période de terrorisme, dans cette période d'insécurité, je crois que la mission des générations qui n'ont connu que la paix est de défendre la paix et la liberté comme manière de reconquérir ce que nous avons hérité de nos pères et le reconquérir pour le posséder. Notre mission est de défendre la liberté parce que l'attaque contre la liberté se multiplie selon des formes et des méthodes qui ne sont pas celles des guerres que nos parents ont connues, celles des guerres déclarées par des ambassadeurs qui se remettaient la déclaration de guerre. Non. Aujourd'hui, notre liberté subit une attaque par des hommes qui tuent au nom de Dieu. Mais nous savons tous que Dieu est amour et qu'aucune religion ne prêche la haine et aucune religion n'indique comme lieu et comme méthode de se rapprocher de Dieu le fait de tuer d'autres hommes. Donc nous savons que cette manière de s'adresser à Dieu de ceux qui tuent d'autres hommes est la manière pour emprisonner, prendre en otage Dieu pour justifier ses propres crimes, ses propres délits, ses propres assassinats, ses propres morts. Nous savons que la sécurité ne peut dériver dans ce temps de guerre asymétrique où la guerre n'est pas déclarée par un autre État, mais par un califat, des hommes qui se sont endoctrinés et qui trouvent sur Internet le kit du terroriste, qui est avant tout un kit idéologique. Nous savons que pour réagir à cette attaque, il ne suffit pas de répondre uniquement de façon militaire, mais il faut aussi répondre de façon militaire. Nous savons qu'il ne suffit pas de répondre
uniquement sur le plan culturel, mais nous savons qu'il faut aussi répondre sur le plan culturel. Nous savons qu'il ne suffit pas de répondre uniquement sur le plan de la police, mais nous savons qu'il faut aussi une réponse de la police. Nous savons qu'il faut répondre sur le plan législatif avec des lois de plus en plus efficaces, mais que cela ne suffit pas. Mais ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, c'est la réponse coordonnée en utilisant tous ces leviers. C'est nécessaire, mais est-ce que cela suffira? Nous ne le savons pas, parce que nous savons que nous vivons dans un temps qui exclut le risque zéro. Nous vivons dans une époque de l'histoire où le risque zéro n'existe pas, et chaque travail, chaque effort que nous accomplissons cherche à réduire le coefficient de risque, sert à réduire le risque, sert à donner la certitude à chacun d'entre nous que l'on a fait tout ce que l'on peut faire pour réduire le risque, dans la conscience que le risque zéro n'existe pas. Merci. Voilà, Monsieur Stoltenberg, nous avons une grande considération pour l'OTAN et le travail que vous accomplissez dans l'OTAN. Mais en même temps, nous sommes très fiers d'être Italiens. Nous sommes très fiers d'être Italiens parce que nous sommes un grand pays, deuxième contributeur du point de vue des contributions, des envois de l'Afghanistan au Kosovo. Et au-delà de contribuer à la réponse militaire, nous avons aussi une réponse nationale aux besoins de sécurité de nos connationaux. Parce que dans une époque où le risque zéro n'existe pas, jusqu'à présent, nous avons été un pays sûr, qui a su être en même temps solidaire et sûr. Nous avons sauvé des centaines de milliers de vies humaines et nous avons été en même temps un pays sûr. Un pays dans lequel les catholiques fêtent leur jubilé de la miséricorde, un pays dans lequel, après les attaques de Paris, de Charlie Hebdo, les communautés juives nationales nous ont remerciés pour la situation de sécurité des lieux juifs en Italie, et où les communautés musulmanes, auxquelles nous demandons de faire toujours plus, ont commencé à dénoncer de l'intérieur les sujets qui se radicalisent en mettant en danger notre sécurité nationale. Voilà le fruit. Et si l'on reconnaît le fruit, si on reconnaît l'arbre à ses fruits, si le fruit est la sécurité, alors l'arbre est une grande démocratie qui a sauvé des vies humaines et est parvenue à maintenir ses citoyens en sécurité. Et il ne faut pas perdre ce fruit. Voilà pourquoi, face à la solidarité que nous avons offerte au monde, face au monde, en mettant l'Italie du bon côté de l'histoire et face aux résultats de sécurité, je continue à dire que la réponse italienne a été la meilleure des réponses et que cette réponse ne peut pas être mise à la poubelle, qu'on ne peut pas accepter le derby, l'antagonisme entre rigueur et humanité, entre droit humain et solidarité. Nous avons su garder ensemble, maintenir ensemble les droits humains et la sévérité, la rigueur et l'humanité. Et nous ne devons pas mettre cela à la poubelle parce que c'est notre conquête, c'est la conquête italienne. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas la mettre à la poubelle. Et nous demandons, dans le domaine des réponses, un point très important. Nous sommes un pays qui a écouté en lettres majuscules dans sa constitution la reconnaissance de la liberté de culte. Parce que l'homme prie depuis qu'il existe. Il n'est pas nécessaire que l'État accorde le droit de prier. Chacun d'entre nous a un besoin intérieur de regarder les étoiles qui n'a pas besoin, donc que l'État n'a pas besoin d'accorder. Si c'est un droit naturel à la prière, cela s'exprime dans une tolérance extraordinaire qui, de notoriété Voltaire, à partir du traité de Voltaire, est le fil conducteur d'une démocratie. Si tout cela est vrai, nous avons le droit et le devoir, avec
énergie de dire que nous qui sommes tolérants, nous ne pouvons pas être tolérants avec les intolérants, avec ceux qui ne tolèrent pas nos règles juridiques, avec ceux qui ne tolèrent pas notre loi, ceux qui ne tolèrent pas nos habitudes nationales et nos manières de vivre. Ce que nous avons pu faire en Italie, ce que nous avons réussi à faire en Italie, c'est cela. Et nous en sommes très fiers. Et c'est pour cela que nous ne voulons pas mettre à la poubelle les conquêtes de sécurité de ces années. En tant que ministre de l'Intérieur, je suis très satisfait d'avoir été celui qui a inauguré le système des expulsions à large échelle. Pour des raisons de sécurité nationale, les sujets qui se sont radicalisés sur le territoire national. En même temps, si telle est notre réponse nationale, sur le plan général, nous avons la nécessité d'apporter la réponse moderne à cette instance éternelle. Et je m'approche de ma conclusion avec la deuxième partie de ma réflexion, qui ne peut pas être celle d'autrefois. Si la révolution digitale a effacé les frontières, il n'y aura pas de frontières physiques, aucune barrière physique qui pourra nous garder en sécurité. Ce n'est pas la bonne réponse. La réponse dérive de la coordination des mesures dont je parlais tout à l'heure. La réponse militaire, la réponse culturelle. La réponse culturelle qui nous fait dire qu'il est indispensable de séparer ceux qui prient de ceux qui tirent. La réponse législative, la réponse de sécurité intérieure. C'est la raison pour laquelle nous tenons beaucoup à un idéal qui est celui d'une Union européenne qui se rende plus forte, plus actrice, plus motrice aussi sur le plan international dans un système commun de défense. Nous en avons parlé il y a quelques minutes avec le secrétaire général de l'OTAN. Nous venons d'affronter certains thèmes ensemble. Nous en avons parlé à deux autres occasions de rencontres précédentes. L'un de nos pères fondateurs, Alcide De Gasperi, est mort avec une douleur dans le cœur parce qu'il n'avait pas vu naître la communauté européenne de défense. On trouve encore dans les archives historiques ces lettres aux autres représentants de la démocratie chrétienne qui devaient négocier dans l'Europe l'hypothèse d'une naissance au début des années 50 de la communauté européenne de défense. Ces lettres où il disait que l'architecture européenne avait besoin de cet achèvement pour être solide. C'est lui qui avait raison. L'histoire, quelques décennies plus tard, 60 ans après, plus de 60 ans après, nous offre l'occasion de remédier à ce manque parce qu'il n'existe pas d'Europe protagoniste, de communauté européenne forte à l'extérieur s'il y a une communauté de défense. Il n'y a pas de communauté de défense européenne. Nous remercions l'OTAN pour ce qu'elle fait et nous voyons ce que je viens de dire, c'est-à-dire un renforcement de la défense européenne, non pas en antagonisme à l'OTAN, non pas de façon dialectique par rapport à l'OTAN, mais de façon complémentaire, où l'Europe a le courage et la force de faire plus. Lorsque le président des États-Unis d'Amérique nous invite à faire plus en Méditerranée, il n'a pas tous les torts. Si l'Italie et l'Europe veulent reconquérir une leadership en Méditerranée, il faut renforcer les défenses européennes. Parce qu'en politique étrangère, on applique les règles de la physique. Il ne faut pas s'étonner si nous n'avons pas, nous, la capacité d'investir du côté sud de notre Europe, que quelqu'un prenne la leadership dans la Méditerranée, ce ne sera peut-être pas l'Europe. Donc il faut être très clair. Nous avons face à nous l'échiquier libyen, l'échiquier méditerranéen, et nous avons une mer, la mer Méditerranée. Si on la regarde sur le planisphère, si vous regardez sur le planisphère la mer Méditerranée, on dirait un lac face aux grands océans. Et pourtant, encore une fois, dans cette mer Méditerranée se jouent les destins du monde. Encore une fois, la sécurité globale et l'équilibre géopolitique global, jusque sur les thèmes de l'énergie
et d'autres thèmes en plus de la sécurité, les flux migratoires, se jouent dans cette mer, que Giorgio La Pira définissait comme la poursuite, le prolongement du lac de Tibériade. À qui revient cette mission? Aux États-Unis ou bien à nous, Européens? Nous remercions l'OTAN. Le 5 septembre s'ouvrira à Naples un hub de l'OTAN, une réunion de l'OTAN pour coordonner les politiques de sécurité en Méditerranée. Ce sera en Italie, à Naples, et il sera guidé par un général de l'armée italienne. Et nous remercions l'OTAN pour ce choix qui est pour nous est très important sur le plan stratégique. Tout cela a besoin d'être épaulé sur le plan européen. Et pour ce soutien sur le plan européen, nous travaillons et nous travaillerons en sachant que notre choix, le choix dégaspérien, en quelque sorte, est un choix qui reste vivant. Le choix de dégaspirer, qui a marqué la tradition et l'histoire républicaine italienne, est un choix clair. Adhérer à l'OTAN et construire l'Europe. Ces deux choix sont les choix de l'époque qui restent vivants aujourd'hui. Demandez-vous pourquoi, après la dissolution de l'Union soviétique, le pacte de Varsovie a disparu et pas l'OTAN. Parce que l'OTAN n'a pas été guidée par un seul pays et ce n'était pas une œuvre militaire. C'était une œuvre de sécurité globale qui a apporté la sécurité et la stabilité au monde. Nous avons donc, en tant que génération d'hommes libres, un grand défi qui est celui de la sécurité globale. Chacun peut l'affronter de son propre point de vue, en sachant une chose, à savoir, et je vais conclure par là où j'ai commencé, qu'une fois encore, pour réaffirmer notre liberté, il faut réaffirmer le droit à ne pas avoir peur, la liberté de la peur. Et pour réaliser ce grand désir, ce grand besoin de liberté, il faut l'effort de tous et de chacun pour dire quelque chose de façon très claire. Nous devons à nos pères une liberté pour laquelle nous ne sommes pas morts nous-mêmes, mais ce sont eux qui sont morts. Nous devons à nos enfants une bataille pour la liberté, pour en faire des citoyens du monde plus libres et plus sûrs de la peur et plus sûrs des fanatiques qui la mettent en danger. Je vous remercie. Maintenant, je donne la parole au secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui va nous dire, qui va tenter de situer cette grande organisation, l'un des plus grands organismes, je le disais, d'interaction, de dialogue et de coopération du monde, à l'intérieur de ce contexte d'actualité. Monsieur Stoltenberg a une longue biographie de politique. Il a été 2 fois Premier ministre en Norvège, son pays d'origine. Il a également eu différents sièges de ministères dans ce pays. C'est aussi un leader politique du Parti socialiste, du Parti laboriste travailleur norvégien. Bienvenue encore une fois, vous faites partie de la longue file de personnalités internationales que nous sommes toujours très honorés d'inviter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, un tout grand merci. Bonjour à tous, bon après-midi.
Ça vient pas. Merci beaucoup au modérateur Roberto Fontolan. Il y a pas. Il vient pas. J'aimerais beaucoup aussi remercier le ministre Angelino Alfano pour son intervention très intéressante et pleine de sens. J'ai pris beaucoup d'attention à son intervention et j'ai apprécié beaucoup les références qu'il a fait avec le temps. La coopération personnelle, mais aussi très petite avec l'Italie, très proche entre l'Italie, parce que l'Italie, c'est un des membres les plus importants de l'OTAN. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui à cet événement, le meeting pour l'amitié entre les peuples à Rimini. C'est la première fois que je viens ici à Rimini. C'est vraiment un très grand honneur et une très grande joie pour moi d'être ici à ce meeting. Mais j'ai compris aussi que la prochaine fois, je dois rester ici en vacances à Rimini. J'admire beaucoup votre implication ici pour mettre ensemble les gens, les peuples, dans un esprit de dialogue et un respect réciproque et avec de l'optimisme. Le monde aurait vraiment besoin d'une bonne dose de l'esprit de Rimini, du meeting de Rimini, aujourd'hui, maintenant. Je veux aussi utiliser cette opportunité pour remercier l'Italie pour toutes ses contributions à l'Alliance. Vous êtes le deuxième contributeur plus élevé à toutes les missions de l'OTAN. Les soldats italiens offrent leurs services aux contributions de l'OTAN pour les forces aériennes en Bulgarie, mais également pour le maintien de la paix au Kosovo. Pour la lutte contre le terrorisme, que ce soit en Afghanistan ou en Irak. Vous êtes aussi le siège pour notre commandement des forces de l'OTAN à Naples. L'Italie a une voix très élevée, très forte pour la diplomatie. Je vous remercie beaucoup pour ces contributions que vous apportez à la sécurité. Aujourd'hui, je voudrais partager quelques réflexions avec vous. Des réflexions qui se rapportent à la promotion de la paix et à la stabilité. Nous sommes une alliance défensive de 29 membres et nous sommes unis par des valeurs partagées, la démocratie, la liberté individuelle et l'état de droit. Nous soutenons la paix, notre engagement pour la paix provient d'un traité qui est entré en vigueur exactement 68 ans, exactement aujourd'hui.
le 24 août 1949. Donc aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de l'OTAN. Lors de ces dernières 68 ans, l'objectif de l'OTAN est resté le même: préserver la paix. Et nous le faisons en promettant de nous défendre les uns les autres. À la base de notre alliance, nous trouvons l'article 5, qui dit ceci pour la défense. Toute attaque contre un de nos alliés est considérée comme une attaque contre l'Alliance. Tous pour un pour tous et tous pour un. Cet objectif nous a permis de maintenir la paix pour 70 ans en Europe. Cette période longue de paix et de stabilité dans l'histoire turbulente de l'Europe, notre mission de base est restée la même: préserver la paix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à affronter les défis plus grands de la sécurité pour notre génération. Nous devons être plus assertifs. Nous avons la stabilité au Moyen-Orient et au nord de l'Afrique. Aujourd'hui, nous voulons parler de ces différents défis, en commençant par la Russie. La Russie est le plus grand voisin de l'OTAN. L'OTAN ne cherche pas à être contre la Russie. Elle n'est pas en affrontement. Après la fin de la guerre froide, nous avons travaillé beaucoup à la construction d'un partenariat avec la Russie. Les confrontements avec la Russie a diminué notre confiance. En 2014, la Russie a annexé la Crimée de manière illégale. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'une nation européenne s'empare d'un territoire par la force. Et la Russie continue à déstabiliser l'Ukraine de l'Est. Il s'agit d'un conflit où près de 10 000 Ukrainiens ont été tués. Cela a beaucoup changé l'OTAN a une approche à deux niveaux vis-à-vis de la Russie: la défense et le dialogue. Je crois très fortement au dialogue. L'année dernière, on m'a accordé une audience avec Sa Sainteté le Pape François, que j'admire profondément. Et je suis entièrement d'accord avec Sa Sainteté quand il dit que le dialogue est ce qui apporte la paix et que la paix est impossible sans dialogue. L'OTAN continue à chercher un dialogue toujours plus constructif et avec des relations prévisibles avec la Russie pour préserver la paix. Et pour créer de meilleures relations entre l'OTAN et la Russie. Et l'OTAN cherche aussi à encourager la Russie à agir dans le respect des normes et des règles de la communauté internationale. La transparence et la prévisibilité sont essentielles, particulièrement lorsque la tension atteint son point culminant.
Avec plus d'entraînement le long de nos frontières, le risque de malentendus ou d'incidents augmente. Il faut faire le possible pour prévenir des erreurs de jugement. Nous voulons les empêcher. Et au cas où cela se passe, il faut assurer que l'on n'entre pas dans un cercle vicieux que l'on ne pourrait pas contrôler. Donc, au-delà de nos différences, nous continuons à nous engager dans le dialogue politique avec la Russie. Mais personne ne doit mettre en doute la préparation et la détermination de l'OTAN dans ses activités de défense des alliés. C'est cela que nécessite le maintien de la paix. Depuis 2014, l'alliance de l'OTAN a renforcé significativement la défense collective. Non pas pour provoquer un conflit, mais pour prévenir un conflit. Toutes nos mesures sont défensives, transparentes et proportionnées dans un respect avec nos obligations internationales. L'autre grand défi que nous devons affronter provient des instabilités violentes du sud de l'Europe. Cette instabilité a forcé des millions de gens à fuir leur propre pays. Comme vous, en Italie, vous le savez très bien, cette instabilité a entraîné un extrémisme et a inspiré des actes terroristes. La semaine passée, nous avons vu des attaques brutales, cette fois-ci à Barcelone. Celle-ci est venue après d'autres attaques similaires à Nice, à Berlin, à Londres et beaucoup d'autres. Ces attaques utilisent des armes de basse technologie, des voitures, des camions, des couteaux qui ont des effets dévastants. Dans nos sociétés libres et ouvertes, c'est très difficile de prévenir ce type d'attaque. Nous ne pouvons pas simplement fermer, blinder nos villes. Mais nous ne devons pas non plus accepter le terrorisme comme la nouvelle normalité. Nous ne devons pas permettre que nos valeurs et nos sociétés libres soient minées. Nos sociétés font face à cette menace du terrorisme depuis quelque temps et nous l'avons emportée. Beaucoup de vous ici sont trop jeunes pour le savoir, pour s'en souvenir. Mais dans les années 70 et 80, des groupes terroristes comme l'État, l'IRA ou les Brigades rouges ont été responsables de beaucoup plus de morts que ce que nous voyons aujourd'hui. À l'époque, ça semblait un défi impossible à superer. Nous pouvons encore le faire. Mais nous pouvons encore le faire si nous restons fidèles à nos valeurs, si nous sommes résilients et déterminés, si nous sommes forts et unis. Grâce à nos actions militaires et de police et de nos services de renseignement, il n'y a plus d'attaques à l'échelle et d'une gravité telle que le 11 septembre. Al-Qaïda n'a plus la force qu'il avait il y a un certain temps. L'État islamique a perdu la plus grande partie de ses territoires en Irak et en Syrie. Mais la menace est toujours là, toujours présente. Et il y a encore beaucoup à faire. Ensemble, nous avons beaucoup d'instruments disponibles
que nous pouvons utiliser dans la lutte contre le terrorisme. Et nous devons les utiliser tous. Nous devons lutter contre la radicalisation chez nous. Nous avons besoin de nos services secrets qui nous protègent. Nous avons besoin des forces politiques, diplomatiques et économiques pour apporter une fin à ces conflits et négocier la paix. Oui, nous avons besoin des forces militaires pour faire face et contrer les groupes tels que l'État islamique. L'OTAN ne peut pas faire tout là-dedans, mais elle a un rôle important à jouer. Nous devons affronter les causes profondes du terrorisme, les racines du terrorisme et l'instabilité. Nous devons le faire chez nous, mais aussi au-delà de nos frontières. Et ça, c'est le motif pour lequel l'OTAN maintient ses forces en Afghanistan pour que ce pays ne soit pas une nouvelle fois un repère pour les terroristes. Et c'est pourquoi nous formons des gens en Irak pour faire face aux engins explosifs improvisés. On améliore nos supports médicaux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord avec une gamme de formations pour la défense, avec des programmes de défense en partenariat avec la Tunisie et la Jordanie. Nous sommes maintenant en train de préparer un programme pour aider la Libye qui construit ses institutions pour la sécurité. Nous aidons aussi l'Europe qui doit faire face à la crise des réfugiés et des immigrés en mer Égée et en Méditerranée. Pour le dire de manière simple, si nos voisins sont plus stables, nous sommes plus en sécurité. Ici, l'OTAN peut jouer un rôle crucial en se basant sur des dizaines d'années d'expérience et de partenariat avec plus de 50 nations et organisations dans le monde. C'est seulement à travers un travail d'équipe que nous pouvons faire des progrès vrais vers la paix. Donc, mesdames et messieurs, il y a 68 ans aujourd'hui, le traité de l'OTAN entrait en vigueur. Depuis lors, l'OTAN a travaillé pour préserver la paix et promouvoir la stabilité en Europe et au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, nous affrontons les menaces pour la sécurité les plus graves pour une génération, mais je suis sûre que nous l'emporterons face à tous ces défis pour que nos valeurs soient plus fortes. La liberté, la démocratie et nos sociétés ouvertes vont prévaloir contre la haine, la violence et l'intolérance. Et en étant unis derrière nos valeurs communes, il n'y a aucune menace que nous ne pouvons pas affronter. Et il n'y a aucun défi que nous ne pouvons pas remporter. Donc un tout grand merci pour cette invitation. Grazie, Mr. Stoltenberg. Merci, Monsieur Stoltenberg, pour cette esquisse, cet horizon que vous nous avez dessiné, problématique, nous l'avons entendu, qui naît, le regard sur cet horizon naît d'une conscience très forte des valeurs historiques et actuelles pour lesquelles cette organisation
l'une des grandes organisations de notre monde, pour lesquels il faut poursuivre cet engagement. Nous avons encore quelques minutes, très brèves, parce que je me suis permis de proposer à nos deux intervenants d'ajouter quelques réflexions. Nous allons très rapidement, je me tourne très rapidement vers le ministre Alfano, qui a beaucoup souligné le terme de la liberté religieuse. Dans le contexte actuel, plus de 75% de la population mondiale, beaucoup d'amis nous le rappellent souvent, des amis qui viennent ici au meeting et qui étudient les conditions de la liberté religieuse, donc plus de 75% de la population mondiale vit dans des conditions dans lesquelles la liberté religieuse n'est pas garantie, voire, dans beaucoup de cas, combattue et empêchée. Que pouvons-nous faire pour changer? C'est d'ailleurs un chiffre qui empire dans le temps parce que les statistiques, il y a quelques années, parlaient de 75% et aujourd'hui, mon ami Brian Grimm, qui parlera aujourd'hui et demain ici, nous arrivons à 79%. Bien entendu, il y a beaucoup de différences, beaucoup de contextes différents, mais c'est un chiffre véritablement préoccupant. Donc la liberté religieuse est l'un des thèmes centraux de la réflexion contemporaine. Oui, merci. La première considération qui me vient fréquemment lorsque je vais à la messe, moi je crois que beaucoup des personnes ici fréquentent la messe. Et lorsque nous entendons les lectures, l'Évangile qui nous raconte les difficultés des premières communautés chrétiennes, lorsque nous avons cette connaissance des persécutions des premiers chrétiens, nous pensons d'avoir étudié des livres d'histoire ou nous pensons d'avoir écouté ces lectures. Mais non, c'est comme si nous lisions quelque chose d'actuel. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ces persécutions sont à l'ordre du jour. Et je dirais encore, il y a peu d'années, l'Église sainte de Rome a élevé aux autels un prêtre parce qu'il a été tué en tant que prêtre. Il a été tué pour sa prédication à la mafia de Palerme et il est devenu saint. Et donc ce n'est pas seulement ce que nous imaginons, la persécution, cette confrontation avec les chrétiens. C'est quelque chose que la profession de foi, la liberté dans les paroles de foi. Si on retourne au thème général, en tant que Sicilien, moi je voulais souligner cette idée que les persécutions se sont vérifiées également chez nous récemment. Un observateur du Vatican, le Vatican a constitué l'observateur sur les minorités. Nous savons que les persécutions religieuses ne sont pas seulement les confrontations avec les chrétiens. Nous savons que le thème des minorités religieuses est lié aux libertés. Cet observateur duquel font partie des experts veulent réaliser un mécanisme d'alerte précoce qui permet à nous, les ministres de l'Extérieur, des infos qui concernent
des affaires uniques liées au... Il faudra développer tout cela à travers un système qui a bien entendu le canal diplomatique comme canal fondamental. Et notre but est d'apporter la contribution italienne. La politique étrangère italienne est une politique étrangère qui, bien que je sois le 37e ministre des Affaires étrangères de la République italienne, cette politique n'a pas changé 37 fois. Elle a des piliers fondamentaux. Le pilier fondamental de la relation transatlantique et de l'adhésion à l'OTAN, elle a le pilier fondamental de la foi dans l'intégration européenne, le pilier fondamental de la vocation méditerranéenne et un autre grand pilier historique de la politique étrangère italienne concerne la préservation des droits humains. Dans cette garantie des droits humains, je crois que la question des libertés religieuses et de la préservation des libertés religieuses est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle va à la racine de la liberté de chaque personne individuellement qui désire prier son Dieu. Et elle touche exactement l'élément vital que l'on appelle le droit naturel. Nous avons tous été éduqués au respect du droit positif, qui est le droit posé dans la société par les législateurs à travers les mécanismes de chaque individu. Et nous avons tous été éduqués à l'idée qu'il y a un droit naturel qui précède le droit positif. Nous avons un travail à faire. Nous avons un travail à faire pour rappeler au monde entier, en chaque circonstance, en tant qu'Italiens qui ont un chapitre fondamental de leur propre politique étrangère dans la garantie des droits humains, qu'un élément essentiel des droits naturels est le droit à prier. Chacun a le droit de prier son Dieu et chacun a le droit et le devoir de prier son Dieu dans son pays et le droit et le devoir de respecter les règles du pays dans lequel il vit. Dans le système de la coopération italienne, nous avons le droit et le pouvoir, par certains aspects, d'intervenir pour défendre la liberté religieuse, en sachant une chose qui me relie au sujet dont nous parlons, que plus nous saurons défendre la liberté religieuse, plus le monde où nous vivons sera sûr. Je disais tout à l'heure à M. Stoltenberg qu'au meeting, nous regardons les personnes au-delà de leur rôle, aussi important soit-il, aussi décisif soit-il. Et donc, nous nous demandons toujours quelque chose qui est lié à l'expérience d'hommes qui ont cette grande responsabilité. Et donc, j'avais cette question à lui poser. Un rôle de si grande responsabilité, comment est-ce qu'on se sent dans un rôle d'une telle responsabilité? C'est le rôle de contribuer à porter le sort du monde, à le rendre plus sûr. Vous consommez beaucoup de somnifères? Vous arrivez à dormir la nuit? Vous vous réveillez sereinement le matin? Oui, j'ai un très bon sommeil. Je dors dans mon lit, mais dans l'avion, en voiture. Donc, je sais très bien comment dormir. Je pense que si l'on travaille à l'OTAN, c'est réellement un avantage. Mais peut-être que ce qui est le plus important, c'est que je me sens vraiment humble dans le service que je peux rendre à l'OTAN. Parce que c'est un travail très important. Mon rôle principal, chaque jour, c'est d'essayer d'aider à contribuer à la paix. Bien entendu, je ne le fais pas tout seul. L'OTAN est une alliance de 29 nations différentes. Nous
presque 1 milliard de personnes qui vivent dans les pays de l'OTAN. J'ai une équipe excellente qui me soutient, qui m'aide tous les jours. Donc je dors et je me réveille heureux. Bien conscient que nos succès ont pu se faire dans les rôles les plus importants de l'OTAN. Préserver les conflits, résoudre les conflits, préserver la paix dans les nations où l'OTAN agit. Depuis la création de l'OTAN il y a 70 ans, nous avons eu l'une des plus longues périodes de paix dans notre zone d'Europe. Bien entendu, il y a aussi beaucoup de défis. J'ai mentionné celui dans mon discours des attaques terroristes, l'instabilité de nos voisins en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, etc. Il faut affronter ces défis, comprendre comment les affronter. Mais je suis bien content et je suis sûr que l'OTAN sera capable de préserver la paix pour les alliés de l'OTAN, y compris dans l'avenir, parce que nous avons été capables de nous adapter et de changer au fur et à mesure que le monde changeait. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que je suis content aussi parce que l'un des plus grands avantages d'être secrétaire général de l'OTAN, c'est que je suis invité dans de très beaux endroits et je rencontre de très belles personnes. Par exemple, j'ai été invité à Rimini et j'ai pu vous rencontrer tous. Donc merci. Nous avons encore une poignée de minutes. J'avais différentes questions, mais je vais en poser une seule. Je voulais me tourner à nouveau vers le ministre Alfano, lui demander quelque chose sur le thème de la Russie. Nous avons entendu combien ce thème est complexe. Il y a une vision de l'OTAN, il y a une vision de l'Italie aussi, sur les rapports avec la Russie. À quoi travaillez-vous? À quoi notre pays travaille-t-il pour faire baisser ce climat de tension et tenter de s'asseoir autour d'une nouvelle table de dialogue moins tendue, moins difficile? Merci pour cette question. Pendant que vous parliez, vous faisiez une observation de nature humaine au secrétaire général de l'OTAN, je pensais qu'ici, dans la salle, il y a un très cher ami présent, que je pense que vous connaissez très bien ici au meeting de Rimini, qui exerce une fonction fondamentale à l'OTAN parce que c'est le président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et c'est un Italien. Depuis des décennies, l'Italie n'avait pas eu cette mission et depuis des décennies, un Italien préside l'Assemblée de l'OTAN qui unit les délégations parlementaires des pays membres de l'OTAN en créant une sorte de parlement. Et le président de cet organisme de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, c'est M. Paolo Lalli, que vous connaissez très bien et qui exerce une fonction réellement fondamentale. Je crois que c'est l'une des fonctions les plus importantes que les Italiens exercent dans un contexte national. Je crois que dans le rapport avec la Russie, il y a une clé importante. Nous sommes un pays extrêmement lié à la dimension transatlantique. Dans notre rapport avec les États-Unis d'Amérique, nous avons un élément essentiel de la politique étrangère. Et notre présence dans l'OTAN est un élément qui rend cette identité encore plus visible et forte. Et en cette année 2017, on célèbre le 70e anniversaire du voyage d'Alcide De Gasperi à Washington. De là est née la relation transatlantique et de là est né le plan qui a conduit au développement de notre Europe et en particulier de notre pays. Voilà notre rapport avec les États-Unis d'Amérique. Mais notre attitude en tant que pays méditerranéen qui n'a jamais eu
de bloc idéologique, de fermeture, tout en restant loyal au rapport transatlantique. Voilà comment je le raconte. En pleine guerre froide, nous avions le thème de l'approvisionnement énergétique. La Seconde Guerre mondiale était terminée, mais la guerre froide n'était pas terminée. Au contraire, nous étions en pleine guerre froide. À ce moment-là, nous avions la question de savoir comment réchauffer les maisons des Italiens et comment approvisionner notre pays en réalisant des gazoducs. En pleine guerre froide, je le répète, en pleine guerre froide, les Italiens n'ont eu aucune réticence à avoir des rapports commerciaux avec l'Union soviétique pour réchauffer les maisons des Italiens avec du gaz provenant d'Union soviétique pour laquelle nous sommes devenus des clientes extrêmement fiables parce que nous avons toujours payé notre facture. Et pour nous, ils sont devenus des fournisseurs énergétiques absolument fiables à l'époque. Actuellement, nous avons une question, un problème, qui est celle de la Crimée, de l'Ukraine. Comment avons-nous réagi? Nous avons réagi en tant qu'Italie avec une grande loyauté envers le système de sanctions qu'une grande partie de la communauté internationale a choisi d'adopter. Nous avons été loyaux avec les sanctions, corrects avec l'Europe, corrects avec la communauté internationale. Et nous avons payé une facture à ces sanctions. Nous avons payé une facture parce que nos fournisseurs nationaux ont été remplacés. Nous travaillons pour que ce ne soit pas définitif, mais par d'autres fournisseurs, d'autres pays. Mais nous avons défendu la question de principe des libertés en Crimée. Nous avons défendu la question d'une agression que nous avons considérée en dehors de la légalité internationale. Voilà notre approche concrète. Mais en même temps, nous soutenons que les sanctions ne se renouvellent pas automatiquement parce que sinon, on finit par dépendre des sanctions. Et ce ne sont pas non plus un but. Les sanctions, ce sont un moyen, un instrument pour ramener un ordre de légalité internationale lorsque les choses ne fonctionnent pas. C'est la raison pour laquelle nous poussons actuellement pour appliquer les accords de Minsk, qui sont ceux qui ont été signés pour réaliser une paix durable et une reprise des conditions de légalité et de sécurité dans cette zone, là où la violation a eu lieu, en réalisant ces accords. Dans ce cas, nous serions les premiers que les sanctions peuvent être supprimées. En même temps, nous avons maintenu des rapports commerciaux très solides, comme l'a fait l'Allemagne, comme l'ont fait les autres pays avec la Russie, qui est l'un de nos partenaires. Parce que je vais vous dire deux choses. Premièrement, tout ce que nous avons fait en termes de sanctions n'a pas conduit la Russie à avoir à notre égard une attitude exclusive et négative. Tant est que, il y a quelques mois, le gouvernement russe a confié à une grande entreprise italienne un pari qui atteint 4 milliards d'euros. Ce n'est pas un lapsus de ma part, qui atteint 4 milliards d'euros presque. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier quelque chose dans le partenariat entre l'OTAN et la Russie, à savoir que on a réalisé un accord qui a fait naître le Conseil OTAN-Russie. Je crois que cet événement de la ville italienne de Pratica de Mare est un des éléments les plus importants de la politique extérieure du gouvernement de Berlusconi, parce que cet événement qui a fait naître le Conseil OTAN russe est une possibilité de dialogue qui doit fonctionner quel que soit le temps. Donc c'est une sorte de parapluie qui sauvegarde même en cas de tempête. Le canal du dialogue doit toujours être maintenu, même en se rappelant, et c'est la deuxième chose que je veux dire et je vais terminer, qu'il ne faut jamais oublier que la Russie fait partie d'une alliance globale contre le terrorisme international et qu'il ne faut jamais diminuer le sens de cette participation de la Russie à l'alliance globale antiterroriste. Donc, agir sur la lame de l'équilibre fait partie du bon sens. Je sais que
parfois le sens semble vaincu. Mais pour moi, le terme de bon sens continue à me plaire. Je passe la parole pour vraiment quelques secondes à M. Stoltenberg pour conclure cette rencontre. Nous avons une promesse à tenir sur ces minutes. Je voulais vous demander aujourd'hui, il est probable que plus personne ne croit que la démocratie s'exporte par la guerre. Et alors, je vous demande à l'homme politique que vous êtes, comment pouvons-nous aujourd'hui non seulement défendre, mais aussi répandre la démocratie? Est-ce que l'OTAN a un rôle à jouer là-dedans? Parce que l'OTAN ne s'occupe pas seulement de défense et de militaire, elle fait bien autre chose. Le principal objectif de l'OTAN est de défendre ses propres alliés. Toutefois, l'OTAN défend aussi certaines valeurs. Dans notre traité fondateur, on stipule clairement que nos principales valeurs sont la liberté, les libertés individuelles et l'état de droit. Ces valeurs fondamentales sont aussi des valeurs fondamentales de toute société démocratique. Par conséquent, l'OTAN est une alliance de 29 démocraties et elle joue un rôle important dans la défense de notre société démocratique. Je suis entièrement d'accord avec le ministre Alfano sur le fait que les personnes doivent être sûres pour se sentir libres. Et nous avons besoin de la liberté pour garantir une véritable démocratie. L'OTAN contribue donc à la démocratie, en partie grâce à la défense qu'elle fait de nos pays. Mais nous tentons aussi de contribuer, pas seulement par la force, mais aussi avec la coopération, le partenariat, pour construire des institutions démocratiques dans d'autres pays aussi. Par exemple, lorsque nous travaillons en Afghanistan, nous aidons à créer des institutions gouvernementales pour lutter contre la corruption, pour préserver les institutions démocratiques, pour défendre de la violence et du terrorisme des talibans. Par exemple, l'OTAN s'est fortement engagée pour freiner les guerres ethniques dans les Balkans dans les années 90, en Bosnie-Herzégovine, près de l'Italie, en Serbie, au Kosovo. Là encore, la question était de fournir des aides pour créer la paix et donner des fondements à la démocratie. Donc le rôle de l'OTAN est défenseur, bien sûr, défensif, pardon, avec les 29 démocraties et presque 1 milliard de personnes qui vivent dans des sociétés démocratiques. Mais la responsabilité de l'OTAN réside aussi dans le travail avec les voisins, les partenaires dans le monde entier, pour les aider à créer des sociétés libres et démocratiques. Ce sera un bien pour eux, mais aussi pour nous. Parce que si nous avons des voisins libres, démocratiques et stables, nous pourrons nous aussi être plus sûrs. Et puisque nous sommes ici à Rimini, à ce meeting, je peux dire que une partie de tout cela réside aussi dans la liberté de religion. Parce que lorsque la branche fondamentale l'acte fondamental de l'OTAN parle des libertés fondamentales, cela comprend aussi la liberté religieuse, la liberté de foi, la liberté de croire dans le Dieu dans lequel on veut croire. L'OTAN est donc une alliance pour la démocratie, pour la paix et pour la liberté. Merci. Merci.
Pour vous saluer tous, je vous rappelle que soutenir le meeting, on peut le faire de plusieurs façons. Par exemple, en aidant aux différents endroits d'Onaora. Je salue le ministre. Je salue aussi nos deux autres. Le ministre, je suis sûre que le ministre Alfano il viendra, je pense, encore une 11e fois. Et j'espère que Stoltenberg viendra ici en vacances, comme il nous l'a dit, mais qui ne viendra pas ici seulement pour les vacances, mais qui viendra aussi ici avec nous l'année prochaine. Merci pour votre présence.